écoutez, donc je me présente rapidement. Je suis Christian Budel, je suis un professeur de philosophie, chercheur à l'Université de Nantes, rattaché également à la chaire UNESCO, comme mon collègue, de pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents. Je suis rattaché à un centre d'aide au personnel de l'éducation nationale, de l'Académie de Versailles, qui est la plus grande académie de France, plus d'1 million d'élèves. Ce centre donc est le centre académique d'aide aux écoles et aux établissements. On en voit le petit logo en bas à droite de cette slide. Et c'est un centre qui agit ou qui travaille dans le champ de la prévention des violences et de l'amélioration du climat scolaire. Et évidemment, c'est un des prismes de la présentation que je vous propose. Donc, cette communication, elle reprend en guise d'introduction, une partie des résultats d'une recherche doctorale menée en sciences de l'éducation et de la formation. La thèse a été soutenue en décembre 2020 et elle visait à montrer en quoi la discussion à visée philosophique, puisque Olivier a en partie débroussaillé le terrain, je m'appuie sur lui, la discussion à visée philosophique, telle qu'elle a été donc théorisée par Mathieu Lippmann, Anne-Margaret Sharp en Amérique du Nord sous le nom plutôt de communauté de recherche philosophique, de CRP, ou de discussion à visée démocratique et philosophique dont Olivier vient de parler par Michel Tozzi, principalement en France. Donc cette recherche visait à montrer en quoi la discussion à visée philosophique contribue à une éducation à la fraternité. Si elle concernait cette recherche principalement le développement chez les élèves de dispositions de qualité éthique et civique grâce à la pratique de la discussion à visée philosophique, eh bien, cette recherche, elle s'intéressait également à l'effet de cette pratique sur la posture d'autorité éducative des enseignants qui s'y forment, tant sur le plan épistémique du rapport au savoir que sur le plan éthique et relationnel que cette pratique cultive chez les enseignants. On avait déjà scruté l'effet de la discussion à visée philosophique sur les élèves, dans le champ de la recherche, bien sûr, voir l'effet de la posture d'un animateur ou d'une animatrice de discussion à visée philosophique sur les élèves, mais on avait un peu moins étudié, à l'inverse, l'effet de cette pratique sur la posture des enseignants, mis à part peut-être effectivement le travail de Michel Tozzi et d'Anne Lalanne ou de Mathieu Gagnon, qui a été cité tout à l'heure, mais leur approche se situait principalement du point de vue du rapport au savoir. Mon travail s'inscrit dans la continuité de ces réflexions, mais pour interroger l'effet produit par la découverte et l'expérimentation du rôle d'animateur ou d'animatrice de discussion à visée philosophique. J'utiliserai le terme de DVP maintenant par commodité. Donc, l'effet produit donc par la découverte et l'expérimentation du rôle d'animatrice de DVP sur la relation d'autorité éducative entre enseignants et élèves. Donc, ma recherche vise à scruter le rôle que la pratique de la DVP peut avoir dans le champ de l'éthique relationnelle, si je reprends cette expression à Christophe Marcelier, sur lequel je m'appuierai. Donc, scruter effectivement le rôle que la pratique de la DVP peut avoir dans le champ de l'éthique relationnelle pour améliorer la qualité de cette relation entre enseignants et élèves et favoriser donc à la fois l'entrée dans les apprentissages, mais aussi la prévention des violences et, de manière générale, l'amélioration du climat scolaire. Donc, d'un point de vue, disons, plus méthodologique, il s'agit d'une recherche qualitative et compréhensive qui a fait le choix d'une méthode essentiellement inductive, qui a opéré à partir des données recueillies au cours d'une enquête de terrain effectuée entre 2018 et 2020. Cette enquête, elle m'a conduit d'une part à observer d'abord la pratique d'une animatrice de DVP particulièrement expérimentée, Johanna Hauken, que j'ai suivie tout au long d'une année scolaire auprès d'une classe de CM2 d'une école de Romainville.
Et d'autre part, et je m'appuierai principalement sur ce terrain-là, cette recherche, elle m'a conduit à suivre 62 enseignants débutant dans la pratique de la philosophie avec les enfants, formés à celle-ci dans le cadre du projet franco-québécois Philo-Jeunes que je copilote dans l'Académie de Versailles et qui a permis à environ 1200 élèves de la grande section de maternelle jusqu'au post-bac, de ce qu'on appelle des BTS en France, eh bien de découvrir et de pratiquer la discussion à visée philosophique. C'est une approche par triangulation qui a été retenue, donc des observations de DVP, des enregistrements vidéo, des captations audio bien sûr, des transcriptions en verbatim, mais aussi des entretiens avec les acteurs, des enquêtes quantitatives également. Voilà donc l'approche qui a été retenue pour, disons, constituer le corpus de l'étude. Alors, à partir de ce corpus, j'ai élaboré une grille de marqueurs. Alors, d'une part, des dispositions, je le disais tout à l'heure, éthiques et civiques que le dispositif de la DVP cultive chez les élèves, également des gestes professionnels que la posture d'animateur réclame et mobilise, et puis enfin des effets que la pratique de la DVP produit sur la posture enseignante. Donc, je me concentrerai pour cette communication sur ces derniers effets, sur ces derniers marqueurs, et je m'appuierai principalement, disons, sur les observations de DVP et les entretiens menés auprès des enseignants formés à la DVP dans le cadre du projet Philo-Jeunes. J'évoquerai très rapidement un des questionnaires, disons, plus quantitatifs qui leur a été adressé. Donc, si je reviens sur l'hypothèse qui a présidé à l'élaboration de ces marqueurs, elle était la suivante. Le rôle d'animateur, donc d'animatrice de DVP, modifie et bonifie l'asymétrie de relations d'autorité éducative. Et je vous présente les 4 marqueurs que j'ai élaborés pour repérer les situations qui valident cette hypothèse dans mon corpus. Le premier marqueur était celui du changement de regard des enseignants sur l'élève par la pratique de la DVP. Le second était celui de l'humanisation de la relation, et je vais y revenir un peu plus en détail. Et le troisième et le quatrième renvoyaient à ce que j'ai appelé une pédagogie du retrait, à une pédagogie de la question. Donc voilà les 4 marqueurs sur lesquels je voudrais m'arrêter pour cette communication. En commençant par le premier, donc le premier effet, disons, notable de la pratique de la DVP sur les enseignants. Et cet effet réside dans ce que j'ai appelé dans mes résultats, donc le changement de regard des enseignants sur leurs élèves. Alors ce changement de regard, il est principalement lié à la dimension philosophique de la discussion. En effet, la philosophie possède la particularité d'aborder un domaine de questionnement, l'amour, la liberté, la mort, la justice, les grandes questions existentielles et universelles de la condition humaine. La particularité donc d'aborder un domaine de questionnement qui autorise la juxtaposition de plusieurs réponses également crédibles. S'ajoute à cela l'horizontalité des conditions. Pour reprendre une formule de François Galichet, il disait « Sur des questions comme la mort ou la justice, le maître n'est a priori pas plus compétent que les élèves. » Du coup, c'est, si vous voulez, le statut de l'erreur qui s'en trouve modifié, ce qui produit un effet sur l'estime de soi des élèves. On les voit délivrer du poids de la mauvaise réponse ou de la réponse unique, rassurés par un cadre éthique particulièrement protecteur, Olivier y a fait allusion, considérés comme des interlocuteurs valables pour prendre en charge ces questions, et on les voit donc s'autoriser à penser en première personne. Et non seulement autorisés, mais même sollicités par les enseignants pour penser et exprimer leur vision du monde, dégagés même de toute pression de l'évaluation, puisque c'est une pratique qui n'est pas soumise à une évaluation, jusqu'à présent en tout cas. Des élèves donc qui ont même la possibilité de se taire ou de dire « je ne sais pas ». Enfin, en tout cas, on les voit se révéler sous un autre jour aux yeux de leurs enseignants qui disent les découvrir ou les redécouvrir.
Je propose là quelques extraits des verbatims des entretiens. Christine, ici enseignante en CE2, qui nous dit que certains de ses élèves se sont complètement révélés, qu'elle ne les imaginait pas comme cela. Cela n'a rien à voir avec ce qu'elle peut avoir comme élève sur le temps de classe. Lucie, enseignante, professeure de français en collège, qui déclare les avoir vus devenir carrément d'autres personnes. Cette enseignante, enfin, en collège, qui reconnaît que ça a bouleversé ses préjugés sur ce que c'est qu'un enfant de 12 ans. Le deuxième effet, et le deuxième marqueur, est celui que j'ai appelé l'humanisation de la relation. Alors, à quoi cela tient? Eh bien, l'implication existentielle du questionnement philosophique, l'égalité de conditions qu'elle implique, je viens de le dire, la découverte et, disons, la connaissance d'autrui qu'elle rend possible, eh bien, produit cet autre effet remarquable sur les participants d'une DVP, qu'ils soient adultes comme enfants ou adolescents. C'est donc ce que j'ai appelé l'humanisation de la relation. On connaît mieux la maîtresse, nous dit une de ses élèves de CE2. Je n'ai pas mis le verbatim dans la slide. On t'aimait pas trop, nous dit une autre élève. On t'aimait pas trop, maîtresse. Et maintenant, on t'aime bien à force de te connaître, nous dit cette autre élève. On retrouve effectivement des participants qui se découvrent les uns les autres dans une situation de vulnérabilité commune, face à ces grandes questions existentielles qui ne trouvent pas de réponse unique et définitive. Et on voit les participants qui s'y considèrent différemment, plutôt en tant que personne humaine qu'en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant. Cette enseignante de CP qui nous dit, voilà, ça leur a permis de constater que la maîtresse ne savait pas tout, posture de vulnérabilité. Ça les a rassurés aussi de constater que parfois, il n'y avait pas de réponse. C'était, dit-elle, ni oui, ni non. Ingrid, une autre enseignante, non, c'est Ingrid, ça, pardon, je me suis trompé, c'est pas Christine. Cette enseignante de collège ici, qui nous dit que les ateliers philo ont contribué à une éducation à la fraternité pour les élèves, mais elle ajoute, mais aussi pour moi. De mon point de vue, la pratique de ces ateliers, ça m'a incité à une plus grande empathie avec les élèves, j'ai eu accès à une meilleure compréhension de leurs pensées, j'ai aussi perçu les élèves non plus comme mes élèves, dit-elle, mais comme des personnes dont la pensée m'enrichissait. Donc, l'expression par l'adulte de sa propre vulnérabilité face au questionnement philosophique, pour peu qu'il accepte évidemment de la montrer, de la verbaliser, participe de la reconnaissance d'une commune humanité qui cultive une horizontalité qui autorise et libère les élèves. Quand on interroge ces élèves sur les modifications de leur relation avec leurs enseignants et même sur les changements éventuels d'attitude de ces derniers, eh bien, on a des réponses que je voudrais vous montrer qui sont, disons, partagées. Là, je fais appel aux enquêtes qui ont été menées, qui sont toujours menées en cours, d'ailleurs, sur les cohortes actuelles, plus nombreuses d'ailleurs, car le projet s'est bien diffusé dans l'académie. Lorsque on les interroge, et ici ce sont les collégiens du projet Philo-Jeunes qui ont été interrogés sur le changement éventuel d'attitude de leur enseignant par la pratique, eh bien, une partie d'entre eux reconnaît que cette relation a changé. On a 29% pour la première cohorte et près de 20% des enfants qui se sont prononcés sur cette question pour la seconde cohorte, qui reconnaissent effectivement une évolution. Pour eux, la relation a évolué dans le sens, disons, de davantage de confiance, d'écoute, d'ouverture. Bon. Toutefois, il y a tout de même 58% des élèves de la première cohorte et 38% pour la seconde qui estiment que la pratique de la DVP n'a en rien modifié la relation avec l'enseignante. On a même, de la même façon, 67% des élèves de la première cohorte et 43% pour la seconde qui ne perçoivent aucun changement dans l'attitude de leur professeur. Alors, comment interpréter peut-être ces résultats? On a le sentiment qu'il y a la perception d'un changement quand même assez notable, mais qui ne produit pas non plus, disons, un bouleversement. Alors, je fais l'hypothèse, sans pouvoir la valider,
que la modification de la posture des enseignants produite par l'animation de DVP eh bien, concernerait des gestes professionnels partiellement visibles pour les élèves. Ces derniers semblent, disons, percevoir la dimension éthique d'un déplacement, la confiance, plus d'écoute, plus d'ouverture. Dans leur verbatim, c'est assez manifeste. Mais ils perçoivent peut-être moins la dimension épistémique dans le rapport au savoir que les deux marqueurs que je vais présenter à la suite permettent peut-être de mettre en lumière. Et puis, par ailleurs, je fais également l'hypothèse que ce déplacement de posture ne modifie pas, aux yeux des enfants, l'asymétrie protectrice de la relation. L'animateur reste l'adulte et l'enseignant, le discutant reste un enfant et un élève. Et puis enfin, le déplacement de posture des enseignants provoqué par la pratique de la DVP prend un temps assez long, notamment à cause des résistances causées par les habitus professionnels, par leurs habitus professionnels. Donc, il n'est pas facile de percevoir, après une seule année d'initiation et une douzaine d'ateliers en moyenne pratiqués par ces enseignants, ce déplacement. La pratique donc de la DVP en tant qu'animateur ou animatrice produit un dernier effet remarquable sur la posture d'autorité éducative des enseignants, d'un point de vue d'ailleurs aussi bien éthique qu'épistémique. Elle les conduit à s'effacer pour laisser davantage de place aux élèves et renoncer, si je puis dire, à leur position de sachant. C'est ce que j'ai appelé la pédagogie de la question et du retrait. Quand on demande effectivement aux enseignants ce que cette expérimentation a changé dans leur pratique, eh bien, on voit par exemple Lucie, professeure de français, nous dire bien, j'ai fait quelque chose que j'avais, voilà, des conseils qu'on me donnait depuis longtemps, mais que j'avais du mal à suivre, notamment me mettre en retrait, me taire, laisser les élèves gérer le temps, la parole et les laisser travailler. Comme le confirment d'ailleurs les témoignages et les observations, cette posture de simple facilitateur d'une discussion, elle est dans un premier temps difficile, elle est même déstabilisante, Olivier l'a dit, pour les enseignants, même expérimentés, et c'est plutôt le profil des enseignants que j'ai suivis sur cette cohorte, qui ne sont pas habitués à être dans cette position de retrait. Ingrid, ici, enseignante très expérimentée en CP, qui nous dit à propos de sa pratique, d'essayer de se mettre un peu plus en retrait, de laisser plus la parole, de leur laisser plus de place. Elle avoue avoir été époustouflée par le niveau, la qualité de réflexion, et de se dire que c'est que des CP, ça va très loin, mais elle reconnaît que ce lâcher-prise n'était pas évident au départ, et pourtant il est possible, dit-elle, donc il faut continuer. Et effectivement, je citerai volontiers également Mathieu Gagnon lorsqu'il précise à quel point ce déplacement de posture est difficile pour les enseignants. Il nous dit que l'animation d'une communauté de recherche philosophique est une tâche complexe qui demande un réaménagement presque complet des habitudes pédagogiques et des rapports au savoir s'y rattachant. Soudainement, dit-il, il doit délaisser son autorité informative, soudainement, il met à jour son ignorance, soudainement, il doit poser des questions et non fournir des réponses. Donc, il n'est pas toujours facile, évidemment, pour reprendre, par exemple, les termes très imagés de Maëlys, une professeure de français, de, je cite, « lâcher le crachoir », c'est comme ça qu'elle le dit. Mais la plupart des enseignants relèvent toutefois l'influence de cette expérience sur leur pratique. Cette enseignante de collège nous dit qu'elle a dû développer l'écoute active, qu'elle a dû aussi travailler pour s'effacer. Elle avoue que la posture de facilitateur n'est pas celle de l'enseignant, mais que l'une et l'autre se nourrissent. Une autre reconnaît qu'elle avait plutôt l'habitude de centrer le coup en toute modestie autour de sa personne. Elle a dû s'effacer au cours des ateliers philo et ça lui a appris, dit-elle, à accepter d'adopter une position de retrait dans sa classe. Donc, si je devais, pour finir, prendre quelques minutes pour un temps d'analyse, peut-être de discussion de 2 points, je m'arrêterai volontiers sur le transfert d'une partie, ou sur la question du transfert d'une partie des gestes professionnels de l'animateur de DVP vers la posture d'enseignant, pour demander si ce transfert fait courir le risque d'un affaiblissement de son autorité. C'est une question qui est revenue. Alors, mes recherches indiquent a priori le contraire, comme le confirme une des enseignantes. C'est un transfert qui produit un gain sans perte. Le rapport à l'enseignante, nous dit-elle, est plus horizontal, certes, mais toujours dans le respect.
Et si, pour reprendre une formule de Bruno Robb, la première caractéristique d'une relation d'autorité éducative est d'articuler la symétrie avec la symétrie, et si cette dernière dépend notamment du respect et de la confiance, alors la DVP est bien un dispositif qui contribue, je crois, à renforcer cette relation d'autorité éducative et même à la clarifier. Alors, elle la renforce parce qu'elle introduit une symétrie éthique de conditions, on l'a dit, entre les élèves et l'enseignant. Hein. Nous avons dit qu'il ne connaît pas la réponse à la question qu'il pose et à laquelle il va réfléchir avec les élèves. Et il assume, voire revendique, l'épreuve de cette commune vulnérabilité. Cette horizontalité, elle s'opère par un double mouvement. Hein. L'adulte se reconnaît l'égal des élèves face à cette question et il élève l'enfant ou l'adolescent en le reconnaissant comme un interlocuteur valable et en l'autorisant à y répondre sans prétendre lui-même détenir la réponse. Je crois que la posture de l'adulte dans la DVP contribue enfin à clarifier la relation d'autorité éducative du point de vue épistémique parce que l'enseignant dévoile par cette pratique quelle est la nature de ce qui fait son autorité. Je crois que c'est une grande vertu de cette pratique. Et ce qui fait la nature de son autorité, c'est apprendre à apprendre. Hein, ça ne délégitime pas l'enseignant comme sachant, mais ça précise l'idée selon laquelle son métier consiste sans doute plutôt à apprendre qu'à savoir. Alors, le déplacement de posture induit par la DVP, une fois le trouble passé, je crois, est particulièrement propice à l'amélioration de la relation éducative en promouvant un nouveau rapport au savoir, plus problématique, plus heuristique, plus didactique, mais surtout une relation à l'élève à la fois plus horizontale et plus bienveillante. Et je ne m'attarde pas davantage sur le gain de la posture du point de vue du rapport au savoir. Olivier, je crois, en parle mieux que moi, mais je voudrais finir par insister peut-être sur les compétences relationnelles au service de la posture enseignante pour demander en quoi ce gain est-il décisif. Je crois que de ce point de vue-là, il est décisif parce qu'il est important pour l'entrée dans les apprentissages, et je le disais tout à l'heure au départ, pour le climat scolaire également. Parce que la pratique de la DVP, non seulement renforce la relation d'autorité éducative entre élèves et enseignants, mais elle cultive d'indispensables compétences professionnelles pour ce dernier. Je voudrais conclure sur ce point. En tant qu'il est garant du cadre éthique de la discussion, un enseignant animateur de DVP mobilise et acquiert des compétences, des savoir-faire relationnels, l'écoute, le tact, l'écoute active, hein, le tact, la bienveillance, l'empathie, le discernement, la gestion d'un groupe en discussion, des savoir-faire relationnels qui sont indispensables à l'entrée dans les apprentissages, comme à la gestion de la classe, mais qui ne font l'objet d'aucune formation particulière dans la formation initiale et continue des enseignants. Nombreux sont les enseignants, d'ailleurs, dans les enquêtes, à signaler l'effet positif de la pratique de la DVP sur le climat de classe. Et ce sera l'objet d'une recherche ultérieure. Donc, les déplacements auxquels la posture de facilitateur de DVP initie indiquent, je crois, autant de pistes pour une refonte d'une formation des enseignants qui tiendrait compte des savoir-faire mis en œuvre par un tel paradigme d'autorité éducative. Elle inviterait notamment à considérer la nécessité d'un travail sur l'éthique relationnelle pour sonder les ressorts de l'autorité éducative de l'enseignant, professionnaliser sa posture et identifier les compétences inhérentes à un métier qui serait enfin considéré comme un métier de la relation. La maîtrise de stratégies didactiques et de méthodes d'apprentissage, aussi experte soit-elle, ne peut faire l'économie d'un savoir-faire relationnel avec les élèves, notamment les plus fragiles. Enseigner est devenu une des missions les plus complexes de la société. Elle mobilise un très large faisceau d'habiletés relationnelles et communicationnelles qui ne sont pas encore suffisamment considérées comme autant de compétences professionnelles à acquérir. Après tout, les compétences émotionnelles et sociales sont au programme des élèves. Qu'en est-il des enseignants, voire des cadres de l'éducation nationale?
Donc, je conclurai en disant que tous ces savoir-faire relèvent d'une expertise professionnelle que nombre d'acteurs éducatifs n'acquièrent jamais ou par un empirisme trop tardif. Il est pourtant aujourd'hui avéré que le manque de compétences éthiques d'un enseignant présente des risques d'impact psychologique beaucoup plus importants chez certains élèves que son défaut de maîtrise didactique. Donc, je crois que de ce point de vue-là, les exigences quotidiennes de la conduite de la classe relèvent d'une professionnalité de haut niveau que la pratique de la DVP mobilise en partie et à laquelle elle peut donc initier nos enseignants avec un grand profit, raison pour laquelle elle doit trouver une place de choix dans leur formation initiale. Voilà. Je vous remercie.